Avant toute chose, je tenais sincèrement à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour la première vidéo. Alors effectivement, le sujet était peut-être un peu touchy, mais vous l'avez super bien accueilli et vous avez eu l'air d'avoir apprécié l'histoire de Delbana qui avait derrière tout ça. Donc ça me fait très chaud au cœur et évidemment, ça m'a hyper motivé pour faire d'autres vidéos. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la deuxième. Orient Bambino, Tissot PRX à quartz, G-Shock, j'en passe des meilleurs. Quand on vous parle de montres pas chères, abordables et avec quand même une bonne gueule, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent. Aujourd'hui, on va faire une vidéo similaire, 10 montres à moins de 300 €, mais avec une condition supplémentaire. Les montres que je vais vous présenter aujourd'hui, mon critère de sélection, ça a été de faire en sorte que vous ne les connaissiez pas, ou tout du moins que vous en connaissiez le moins. Évidemment, c'était pas juste, si vous ne connaissez pas la montre, je vous la présente, il faut évidemment qu'elle soit intéressante, fiable, de bonne qualité, bref, tout ce qui fait une bonne montre. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a autant des designs qui sont relativement classiques, qui peuvent faire partie des montres que vous connaissez déjà, mais je suis prêt à mettre ma main coupée qu'il y a pas mal de montres que vous ne connaissez pas, et surtout qui ont des designs plus qu'intéressants. Et sur ce, je vous propose de commencer tout de suite par la première montre. On commence avec une Timex, alors il est fort probable que les marques vous les connaissiez, en revanche moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui ce sont les modèles. Et pour cette Timex on a une réédition d'un modèle de la World Time de chez Timex évidemment, de 1972. Alors effectivement le modèle de l'époque était un chouïa différent, surtout au niveau de la couronne qui va vous afficher les différents fuseaux horaires et on en reparle juste après, et surtout la grande différence majeure c'est que le modèle historique il était à mouvement électrique, alors qu'aujourd'hui on a une montre à quartz, et aujourd'hui on aura pas mal de montres à quartz pour des montres à moins de 300 € avec des designs sympas, on peut pas toujours avoir du mécanique. Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des bonnes surprises. La Timex de 72 initialement avait été créée pour les voyageurs, alors qu'ils appelaient à l'époque des voyageurs élégants. Aujourd'hui on n'aurait peut-être pas la même définition, mais c'était surtout pour l'âge d'or de la jet set, et surtout cette montre, même si Timex à la base est une manufacture américaine, cette montre-là a été pensée pour le marché européen, et on s'en rend compte assez facilement en regardant la lunette, puisque tout est écrit en français. Alors cette lunette pour ma part je la trouve incroyable, même si elle fait quand même un peu plus sport que élégant par rapport à la clientèle qui était visée à l'époque de la jet set, mais c'est une lunette qui va vous permettre de savoir quelle heure il est précisément dans tous les fuseaux horaires du monde. Petite subtilité cependant, puisque l'heure entre guillemets dite normale, l'heure avec aucun décalage, c'est l'heure de Londres. Or pour nous en France en tout cas, Londres possède une heure de moins que l'heure de Paris, donc ce sera une petite information en plus à prendre en compte. Et globalement comment ça marche, c'est très simple, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, mettons que vous vous trouviez à Londres et qu'il soit 10 h, vous réglez votre lunette en plaçant le nom de Londres sur 10 h, et à partir de là, en regardant simplement votre lunette, vous vous rendiez compte que Moscou était décalé de 2 h, et que lorsqu'à Londres il est 10 h, à Moscou il est en fait midi. Et ça marche avec tous les fuseaux horaires de la lunette. Au-delà de cette lunette qui est probablement l'élément principal, donc comme vous l'avez vu, on a vraiment un design qui ressort des années 70, c'est absolument pas un design moderne, mais ça fait du bien de voir un petit peu quelque chose de différent. On a un cadran d'un minimalisme absolument délicieux qui est agrémenté par une aiguille rouge qui vient redonner un petit peu d'agrumes pour pétiller ce cadran, et pour ma part je trouve ça encore une fois très élégant. Je pense très sincèrement que si on prenait ce cadran et qu'on le mettait dans une boîte de dress watch, ça donnerait un résultat des plus extraordinaires. Et pour les petits détails supplémentaires, on a un guichet de date à 3 h, un grand classique en soi, on a du Luminova sur les aiguilles et sur les index, également un classique, on a un boîtier de forme tonneau en acier inoxydable, et on a un bracelet noir avec des surpiqûres noires qui s'associent évidemment parfaitement au cadran, et pour une première montre qui, je le rappelle, est à 169 €, bon bah pour ma part j'ai envie de vous dire que c'est peut-être la prochaine sur la liste d'achat. Pour le coup c'est vraiment très peu cher. Et ce qui est un petit peu drôle avec ce genre de montre, avec les montres qui permettent d'avoir plusieurs fuseaux horaires, c'est que c'est très souvent porté par des voyageurs immobiles, des gens qui au final, même avec une GMT, restent toujours au même endroit. Donc la montre n'est pas à son plein potentiel, mais si on a du plaisir en regardant ce qu'on porte au poignet, ça contrebalance plutôt bien. Deuxième montre, alors on rentre dans les chronographes, j'en ai quelques-uns pour cette sélection, et pour le coup c'est un chronographe avec un design assez moderne, d'une manufacture indépendante que je connais depuis quelques années déjà, et qui propose des montres qui peuvent paraître un petit peu simples au début, mais qui recèlent en fait quelques détails intéressants. Avant tout, même si cette montre a un look vraiment moderne, c'est un chronographe qui s'inspire de la course automobile des années 60, et pas n'importe laquelle. Cette montre, la roue TPS, est un hommage à la Porsche 910 qui a gagné la course des 1000 km sur le Nürburgring, donc le célèbre circuit de course allemand. Nordschleifen
en 1967. Dans l'histoire de Porsche, cette voiture et cette course est assez particulière puisqu'ils ont mis 7 longues années à pouvoir atteindre la victoire, qui est une certaine allégorie de la vie qui personnellement ne me déplaît pas. Et pour la TPS, l'inspiration va même plus loin puisqu'on retrouve la Porsche 910 gravée en relief au dos de la montre, un joli clin d'œil quand même pour honorer l'inspiration. On retrouve également l'indispensable s'il en est de tous les chronographes, la fameuse échelle tachymétrique. Alors pour ceux qui ne savent pas très bien exactement ce qu'est une échelle tachymétrique, c'est vraiment très simple, ça permet de mesurer la vitesse en km/h en passant entre deux bornes séparées d'1 km chacune. Vous passiez une première borne, vous lanciez le chrono, et au bout du kilomètre, au moment de passer la seconde borne, vous réappuyez sur le chrono pour arrêter l'aiguille, et en fonction de l'endroit où elle s'arrêtait, comme vous le voyez sur la lunette, vous avez tout un tas de nombres qui correspondent en fait à votre vitesse. Si vous rouliez à 60 à l'heure, vous faisiez donc 1 km en 1 minute, ce qui correspond aux 60 que l'on trouve à midi, et plus vous alliez vite, moins l'aiguille avait le temps de faire le tour du cadran, et c'est comme ça qu'on mesurait la vitesse. Aujourd'hui, il est vrai que c'est un outil qu'on utilise beaucoup moins, voire même plus du tout, mais ça a toujours son petit charme, et sur un chronographe d'époque ou moderne, ça rajoute toujours une petite touche sympa. D'une part, on a l'échelle tachymétrique qui ici est symbolisée en gris foncé, mais on a également une échelle en gris clair qui est une échelle pulsométrique. Pulsométrique, pulsion, ça permet de mesurer le rythme cardiaque, alors soit en comptant 15 battements, soit en comptant 30, ça dépend des modèles. Pour le coup, c'est 15 battements. Là encore une fois, si votre cœur présente 60 battements par minute, vous allez arriver à 15 secondes. C'est donc que le cœur est bien au repos, tout va bien. Et moins l'aiguille va loin sur cette échelle, plus votre cœur bat vite. Et donc encore une fois, vous avez une échelle qui pour le coup peut être véritablement pratique. Enfin, comme souvent sur les chronographes, vous avez 3 cadrans qui ne sont pas toujours bien compris. À 3 heures, vous avez un premier cadran qui est une échelle 24 heures, d'où justement la séparation avec la partie en jaune pour le jour et la partie en noir pour la nuit. Alors là, bien évidemment, je dis en jaune ou en noir, mais c'est parce que c'est la couleur que j'ai choisie pour la montre, pour ma part, et vous avez tout un tas de déclinaisons où vous trouverez forcément votre bonheur. Vous avez une petite seconde à 6 heures, ça pour le coup c'est très simple à comprendre, et à 9 heures vous avez un sous-cadran qui correspond au nombre total des minutes qui se sont écoulées, puisque quand vous lancez votre chrono, il n'est pas rare de dépasser la minute, et à ce moment-là, il faut comptabiliser justement ces minutes passées, et c'est à ça que sert ce sous-cadran. Pas de guichet de date pour cette montre-là, mais un Super Luminova qui permet de mieux voir les aiguilles et les index dans la nuit, et surtout, chose très intéressante, alors que j'ai pas vu sur beaucoup de modèles, cette montre-là est livrée avec premièrement un bracelet en cuir driver, et secondement un bracelet en silicone sport, avec des couleurs prédéfinies qui correspondent aux couleurs de la montre, et vous avez en plus un petit étui de voyage, donc là pour le coup vous avez le tout en un qui est plutôt pas mal. Et même si à chaque fois au début je vous mets un petit écran pour présenter la montre, encore une fois pour celle-ci on est à seulement 260 €, donc on est encore une fois sous la barre des 300, et on a quand même quelque chose de plus qu'intéressant. Contrairement à toutes les autres montres, Spinnaker, c'est une marque que je connais personnellement puisque j'en possède une depuis un peu plus de 2 ans, et pour ma part, si je devais donner un retour d'expérience, c'est une montre qui est véritablement incassable en fait. Je l'ai claqué 1 milliard de fois contre un mur, pendant un temps c'était surtout ma montre de travail quand je faisais autre chose que les vidéos, donc pour le coup c'est vraiment une montre qui ne craint rien, et là pour le coup on va aborder une Spinnaker avec un look un peu particulier. Avec son style des années 50, impossible de passer à côté de l'inspiration de la Blancpain 50 Fathoms, il y a des similarités qu'on ne peut ignorer, mais pour le coup ça permet d'avoir une montre avec un look de 50 Fathoms sans le prix. Cette montre s'appelle la Spinnaker Fleus, alors je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Henry Fleus. Henry Fleus. Mais Henry Fleus, c'est l'inventeur de l'appareil respiratoire sous-marin qui a été inventé en 1878. Donc pour le coup, le petit clin d'œil pour une montre de plongée, c'est quand même bien vu. On a un boîtier en acier 316L, un fond de boîte transparent qui laisse apparaître un mouvement automatique cette fois-ci. Et encore une fois, le mouvement automatique, il est d'une très bonne fiabilité et assez étonnamment d'une très bonne précision. C'est un mouvement NH35 donc qui propose en plus un guichet de date à 3 heures. Encore une fois, le guichet de date à 3 heures, c'est un grand classique. En tant que bonne montre de plongée, elle a une couronne vissée, donc une couronne que vous devez dévisser avant de pouvoir tirer et régler l'heure. Ça permet d'avoir une meilleure étanchéité et d'éviter les infiltrations d'eau dans la montre. Et surtout, c'est une montre qui répond à la norme ISO 6425. Alors cette norme-là, c'est une norme qui en gros définit ce qu'est une bonne montre de plongée ou pas. Et même j'irai au-delà de ça, c'est pas tant une bonne montre de plongée que une vraie montre de plongée tout court, puisque quand il est question de sécurité de la personne qui porte la montre, on ne lésine pas sur la sécurité et ce que la montre doit pouvoir faire pour répondre aux besoins spécifiques que peut avoir un plongeur. Alors la norme ISO contient tout un tas de règles, mais les plus connues, c'est déjà de pouvoir lire la montre à 25 cm de distance dans l'obscurité. Ensuite, c'est un indicateur de marche, donc l'indicateur de marche par excellence, c'est la trotteuse, qui va montrer qu'effectivement la montre est en fonctionnement, puisque vous allez voir la trotteuse se balader. Une lunette tournante unidirectionnelle et impérativement unidirectionnelle, puisque c'est celle qui va vous indiquer le temps d'oxygène qu'il vous reste pour votre plongée. Si vous claquez votre montre contre un rocher et que la lunette tourne, au pire des cas, ça vous indiquera qu'il vous reste moins de temps d'oxygène, donc vous remonterez plus tôt, et quoi qu'il arrive, ce sera une condition
conditions de sécurité. Vous avez également le fait que la montre doit être étanche à 100 mètres minimum. Là, on est sur 300 mètres, donc on est bon. Bref, il y a tout un tas de règles à respecter. Donc quand vous achetez une montre qui se revendique montre de plongée, faites bien attention, même si, au même titre que pour les montres GMT, il y a autant de voyageurs immobiles que de plongeurs secs pour les montres de plongée. Donc en soi, c'est pas très grave. La marque Straton, ça fait partie de mes premiers gros coups de cœur horlogers, alors pas ce modèle-là particulièrement, mais un modèle très spécifique dont je n'ai plus le nom exact en tête, mais je vous mets bien évidemment des images à l'écran, qui est au-delà de 300 €, c'est pour ça que je vous la présente pas aujourd'hui. Mais pour le coup, la marque Straton propose des modèles plus abordables, en dessous de la barre des 300 € pour le coup. Et aujourd'hui, on a la Daily Driver MK2, qui est une montre qui sort littéralement des années 70, un chronographe qui a vraiment cette identité. Évidemment, si on met de côté le cadran, on a un chronographe tout à fait classique. On a les boutons poussoirs, on a une échelle tachymétrique, là-dessus on est d'accord. Mais on a les deux sous-cadrans et surtout le lien qui existe entre ces deux sous-cadrans qui fait vraiment penser à un tableau de bord d'une voiture des années 70. Et pour le coup, c'est pas un hasard puisque Kyle Schutt, j'espère encore une fois que ça se prononce comme ça, Kyle Schutt, qui est propriétaire et designer de la marque Straton, s'est inspiré des voitures des années 70 et plus particulièrement de sa propre Alfa Romeo Alfetta GT, donc qui est encore une fois une voiture de cette gamme-là, de ces années-là, et on comprend très vite pourquoi l'ADN de la marque s'est orienté de ce côté-ci, et encore plus pour cette montre. La Daily Driver, c'est la MK2 puisqu'elle succède à la MK1, même si elle n'est pas appelée MK1 mais juste Daily Driver, c'est la version 2, et personnellement je préfère cette version-là puisque autant la première fait plus années 60, Le Mans, etc. Or celle-ci, on est plus dans les années 70, qui est une période que j'affectionne tout particulièrement. On a un guichet de date qui nous fait le luxe d'être à 6 heures pour une fois, ça pour le coup c'est quelque chose un petit peu moins commun, et on a bien évidemment deux sous-cadrans, un premier qui indique la petite seconde à 3 heures, et un second à 9 heures qui encore une fois nous indique le nombre de minutes écoulées. À nouveau tout ce qui est mouvement, vers saphir ou vers minéral, l'étanchéité, etc. Comme vous l'avez vu à chaque fois, il y a un petit encadré où tout est inscrit, donc comme ça me permet de vite passer dessus et de parler d'autres aspects de la montre, histoire de rentrer dans des détails un peu plus intéressants que juste des informations dites classiques. Au tout début de la vidéo, j'ai fait la mention de la Tissot PRX, qui est un grand classique quand on parle des montres abordables, notamment pour la montre à quartz. Là, on va parler d'une Tissot, effectivement, mais qui n'est pas la PRX, mais plutôt la PR100. Alors la PR100, c'est une montre que j'ai choisie pour ma part en 34 mm, qui techniquement est le modèle féminin chez Tissot, mais bien évidemment, si vous voulez un diamètre un peu plus grand, vous avez le 40 mm qui est entre guillemets le modèle homme. Je pense que très sincèrement, en fonction des poignets, vous pouvez autant vous orienter vers l'un que vers l'autre. Et cette montre, je l'aime bien puisque c'est celle qui a plus le look sport chic de toute la sélection, puisque on a un design qui selon moi rappelle un petit peu la Rolex Datejust avec un cadre en verre et surtout la Omega Seamaster Aquaterra. On est plus là-dessus effectivement. On a un boîtier en acier 316L avec bracelet interchangeable, puisque là pour le coup on est sur un bracelet en métal, mais bien évidemment si vous voulez opter pour un bracelet en cuir un peu plus élégant, évidemment c'est tout à fait possible et Tissot en propose. Comme je vous l'ai dit, cette Tissot PR100 à quartz, encore une fois, je la trouve très élégante. On a vraiment ce mélange sport chic avec un cadre en verre soleillé absolument de toute beauté. Et petite coquille entre grosses guillemets sur laquelle je suis tombé, vous le savez peut-être, mais PRX pour la Tissot PRX, ça veut dire précise, robuste et résistante à 10 ATM, donc X c'est 10 en romain, et la PR100 c'est précise, robuste et résistante à 100 mètres, donc 10 ATM. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence, c'est simplement une question de nom, mais pour le coup, voilà, je trouvais ça marrant de vous le partager, et ça fait toujours un petit truc en plus à savoir. Et sur le site de Tissot, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous pouvez télécharger un guide de mise à la taille, donc c'est simplement une feuille que vous imprimez et vous découpez un modèle, que vous mettez autour de votre poignet, et ça vous donne donc vos dimensions pour pouvoir acheter une montre avec un peu plus d'informations, et surtout un peu plus de sûreté, et pas avoir de mauvaises surprises. On reste chez Tissot, mais dans un modèle très différent qui est la Tissot Stylist. Alors la Tissot Stylist, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cherchez ce modèle sur internet, notamment au niveau historique, vous allez tomber sur plein de modèles qui portent ce nom. Donc pour le coup, c'est un peu vague. Le modèle précis que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est un modèle qui a été réédité d'un précédent modèle sorti la même année que la Royal Oak, d'où parfois la présence du motif petite tapisserie sur le cadran de certains modèles. Même si à l'époque la montre embarquait un calibre mécanique, aujourd'hui c'est un calibre à quartz qui anime notre garde-temps, mais on garde vraiment ces inspirations, encore une fois, des
des années 70. On a un boîtier tonneau avec un cadran coussin ou télé. Là pour le coup, chacun va se faire un petit peu son interprétation. Moi j'y vois plus effectivement un cadran style TV, un petit peu comme la montre Mido. On a un cadran dégradé qui va du bleu profond au bleu nuit qui est absolument magnifique. Alors pour ma part, le bleu étant ma couleur préférée, c'est peut-être un peu moins objectif, je vous l'accorde. Mais on a toujours dans l'élégance des aiguilles bâtons qui vont surtout pointer vers des index en chiffres romains, qui est la seule montre de cette sélection avec des index en chiffres romains. Et pour le coup, c'est quelque chose qui, encore une fois, a toujours cette élégance qu'on retrouvera pas forcément sur d'autres types d'index. C'est une montre robuste, élégante, parfaite pour une utilisation au quotidien. Et même si pour ma part, je préfère aller chiner du côté des modèles vintage, du côté des modèles originaux, là pour le coup, vous avez une alternative moderne, rééditer des anciens modèles et surtout à un prix plus qu'abordable. Cette montre-là, si ce n'est pas mon top 1 de cette sélection, c'est probablement dans mon top 3, parce que je trouve le design absolument extraordinaire. Premièrement, on est chez Citizen. Citizen qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Ce n'est pas une micro-marque, ce n'est pas quelqu'un qui se lance, on sait ce que vaut Citizen. Ensuite, on a un chronographe, mais pas n'importe quel type, puisqu'on a un chronographe que l'on appelle Bullhead, c'est-à-dire que la couronne et les boutons poussoirs ne vont pas être à 3 heures, mais sur le dessus de la montre. Les plus cinéphiles d'entre vous auront probablement fait le rapprochement avec la Citizen Bullhead de Brad Pitt. Une petite pensée pour Anne, évidemment. De nouveau également, c'est un chronographe à quartz, mais qui, par ses spécifications, va très vite nous le faire oublier. Premièrement, on a un boîtier octogonal, chose pour le coup qui est assez rare, mais qui est toujours agréable. Ensuite, on a un guichet de date à 4h45, parce que, voilà. Non, c'est original, moi ça me plaît. On a bien évidemment la lunette tachymétrique que l'on retrouve sur tout chronographe qui se respecte. On a un look rétro de zinzin, puisque bien évidemment, cette montre, elle sort pas de nulle part, elle est inspirée d'un modèle de 73, qui était également un chronographe et qui par ailleurs était un petit peu une légende chez Citizen. C'est le fameux chronographe que l'on a surnommé Tsuno, d'où le rapport évident avec cette montre-là. On a également un cadran panda absolument extraordinaire, alors avec deux coloris, soit avec un cadran crème et des sous-cadrans noirs, ou alors avec un cadran noir et des sous-cadrans marron. Pour ma part, j'ai plus une petite préférence pour le cadran crème. Et oui, effectivement, j'aurais dû dire cadran panda et cadran panda inversé, effectivement. Et enfin, ces sous-cadrans, quels sont-ils? On a le total des minutes écoulées à 3 heures, on a la petite seconde à 9 heures, et on a enfin, alors là j'ai un petit doute, à 6 heures, soit une échelle sur 12 heures, mais étant donné qu'on a déjà l'aiguille des heures, ce serait un peu bizarre, soit c'est simplement un cadran pour comptabiliser le nombre d'heures écoulées, ce qui à mon avis serait beaucoup plus logique. Bref, on a un chronographe avec un design de dingue, avec une histoire, avec des petits détails qui sortent de l'ordinaire. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, si c'est pas le numéro 1, elle est quand même très très haut dans le classement. Quand on parle chronographe vintage, il y a une décennie en particulier qui me vient en tête. Ah, les années 40. Quand vous regardez sur des sites spécialisés des chronographes avec vraiment cet ADN ancien, très vite ça chiffre à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros en fonction des modèles. La Undone Vintage Kili est un chronographe qui reprend cette esthétique-là en étant à quartz, je vous l'accorde, mais un peu plus particulier puisqu'il est méca quartz, donc il mélange un petit peu les deux technologies, et surtout pour le coup, encore une fois, on a un prix très abordable, mais on va rentrer dans les détails. On a un boîtier en acier 316L avec bracelet interchangeable, un cadre en crème du plus bel effet qui est très représentatif de cette époque-là, et on a des aiguilles bleues. Alors pour ma part, c'est le seul petit défaut que je trouve à cette montre, puisque si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pas forcément mis en bleu, j'aurais mis en noir, en doré, voire même en argenté tout simple, ça aurait été beaucoup mieux selon moi. La montre s'appelle Kili en hommage à Jean-Claude Kili, qui est un skieur alpin et pilote automobile français, alors qui est assez vieux aujourd'hui, mais qui est encore parmi nous. On a sur cette montre deux sous-cadrans qui pour le coup ne sont pas à l'horizontale, mais à la verticale. On a le premier sous-cadran à 6 heures qui est la petite seconde, et le deuxième à midi qui est le total des minutes écoulées. On a à nouveau une échelle tachymétrique, mais on a aussi quelque chose d'un petit peu différent, une échelle télémétrique. L'échelle télémétrique, c'est quoi? Ça va vous permettre de mesurer la distance entre deux événements. L'exemple le plus parlant, c'est comment mesurer la distance d'un éclair vis-à-vis de vous-même. Vous voyez un éclair, vous déclenchez le chrono, au moment où vous entendez le bruit de l'orage, vous rappuyez sur le chrono et ça vous donne la distance. Ça marche donc avec la vitesse du son, qui est équivalent à un peu plus de 330 mètres secondes, parce que non, 1 km n'égale pas une seconde quand on compte la distance des éclairs. J'ai dit que les aiguilles bleues étaient le défaut de ce chronographe. Pour ma part, c'est pas vrai, parce qu'en soi, ça lui donne un petit charme, ça lui donne une identité propre. Pour moi, ce qui est dommage, c'est que la montre est vendue comme un chronographe flyback, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton du haut, ça lance le chrono, et quand vous appuyez sur le bouton du bas, normalement, ça remet le chrono à zéro qui repart aussitôt, et là, pour le coup, le chrono se remet simplement à zéro sans repartir, donc ce n'est pas un flyback, c'est simplement une remise à zéro. C'est le seul petit bémol, mais en soi, après, c'est pas très grave, puisque la montre a vraiment une identité forte qui reprend, comme je vous l'ai dit, le design des chronographes des années 40, et pour ce prix-là, j'ai pas trouvé mieux.
Dernière montre de cette sélection, alors si vous êtes attentif, effectivement on n'est qu'à la 9e, mais c'est parce que pour le numéro 10, je vous ai fait un petit florilège, c'est plus sympa. La Phoibos Eagle Ray au même titre que la Citizen Chronograph que l'on a vu un peu plus tôt, est dans mon top 3 de mes montres favoris parce que je trouve qu'elle a vraiment encore une fois un design extraordinaire. Pour ma part, je l'ai choisi avec le cadran en dégradé circulaire qui va du marron vers le noir, je la trouve très élégante comme ça. On a une montre qui, même si elle peut s'apparenter à une montre de plongée, n'en est pas une du tout puisque c'est une montre GMT, pour la bonne et simple raison que premièrement, on a une échelle 24 heures et surtout on a l'aiguille supplémentaire GMT qui traditionnellement est d'un autre coloris que les autres aiguilles. En plus de ça, on a un garde-temps avec une double couronne, une première à 4 heures qui va pouvoir régler l'heure et une seconde à 2 heures qui va régler la lunette 24 heures. Donc pour le coup, vous avez une réelle utilité à la double couronne et c'est un design que j'aime beaucoup personnellement. La montre est dotée d'aiguilles seringues que je trouve très intéressantes. Alors elles sont pas spécialement élégantes, mais je les trouve très jolies, surtout sur cette montre-là. On a du Luminova sur les aiguilles, sur les index et sur les index de la lunette 24 heures. Donc là, on a vraiment tout un panel et dans la nuit, on a vraiment une montre qui est extrêmement belle. Même si, rassurez-vous, en journée, grâce à toutes ces petites pièces qui sont polies, qui sont brillantes, ça va vraiment bien réagir avec la lumière et vous allez vraiment avoir une montre très belle au porté. Surtout qu'en plus, le boîtier est sablé, il n'est pas poli comme la plupart des pièces, donc vous allez vraiment avoir ce contraste qui va mettre les pièces brillantes en valeur. Enfin, on a un bracelet caoutchouc qui, selon moi, fait partie des bracelets les plus confortables en termes de matière, en termes de toucher. Bien évidemment, tout va dépendre du bracelet, tout va dépendre du caoutchouc en lui-même. On a le fameux guichet de date à 3 heures et si on retourne la montre, on a une petite surprise sur le fond de boîte puisqu'on a tout simplement une échelle World Time gravée sur le fond de boîte au même titre que la Timex qu'on a vu au début de cette vidéo et donc qui vient compléter la fonction GMT en vous proposant une échelle qui vous permet de calculer tous les fuseaux horaires en fonction de là où vous vous trouvez. Enfin, comme je vous l'ai dit, pour le numéro 10, je vous ai fait un petit florilège puisqu'on va retourner chez Timex parce que je connaissais mal cette marque et pendant mes recherches, je me suis rendu compte que pour moins de 300 €, vous pouviez avoir quasiment tout en fait. Vous préférez les montres d'aviateur, vous avez ce qu'il faut. Vous êtes plutôt dress watch, montre de soirée, aucun problème. Vous aimez un petit peu les douceurs, un petit peu de mignonnerie, Timex a ce qu'il vous faut. Si comme moi, vous préférez les designs qui sortent un petit peu du lot, là pour le coup encore, vous allez facilement trouver votre bonheur. Les chronographes, pareil, n'en parlons pas, vous avez plus que du choix. Et Timex se paye même le luxe d'avoir un modèle avec un cadran californien, c'est-à-dire avec les chiffres arabes en bas et les chiffres romains en haut. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez Rolex. Et en parlant de Rolex, pour finir, vous avez également un modèle qui ressemble à la D-Date. Donc à ce moment-là, vous avez globalement tout ce qu'il vous faut pour vous faire plaisir. Je sais pas si cette vidéo était un petit peu trop longue, n'hésitez pas à me donner un retour en commentaire, ça m'aidera beaucoup pour les prochaines vidéos. Mais voilà, pour ma part, c'est ma sélection de 10 montres à moins de 300 €. Comme je vous l'ai dit au tout début, mon but c'était surtout de vous présenter des pièces que vous ne connaissiez pas. Donc je serais extrêmement curieux de savoir combien de ces pièces vous connaissiez, excepté pour là la petite compilation de Timex que je viens de vous faire, ça pour le coup ça compte pas. N'hésitez pas également à me dire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, soit plus pour un côté historique, soit pour une présentation de montres, etc. Les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, on se retrouvera très vite sur la chaîne de la Couronne, je vous fais des bisous et à plus.